handicapés qui n'ont pas le choix et qui arrivent à passer ça et reconstruire leur vie autrement, mais vivre. J'ai l'impression d'être en parenthèse. Tu veux faire la présentation un peu de cet endroit là? Je suis venu en bateau là avec mon père ici, c'est vrai que c'est magnifique. Ça fait longtemps que ton père est venu ici? Ou ça reste C'est des camanons, donc ça reste dans le système Calanque. Donc c'est des camanons qui sont loués. Mais bon, je pense que les gens qui louent là apprécient beaucoup, donc restent dans le site. Il n'y a pas beaucoup de bruit, énormément. Tu sais que j'ai toujours ta bouteille de blanc. Au passage. Celle-là, je m'interdis de la boire tant qu'on ne peut pas écrire dans un cadre pareil. Ça doit être formidable aussi, quoi. Je pense que on m'a toujours dit que les grands écrivains étaient s'isoler pour écrire leurs histoires. Et quand tu vois ça, c'est magnifique. Et puis j'ai cette chaleur, comme on va dire, familiale, qui fait en sorte que... C'est pour ça que je te disais, voilà, il faut que tu nous dises quel est l'endroit dans lequel tu te sens le mieux. Mais je pense que c'est une force morale qui te donne la force physique de pouvoir continuer. Et finalement, ce temps avec le gris et la lumière, ça donne quelque chose de très reposant. Par rapport à ton appel donc de la dernière fois, je tiens à te faire part d'une chose qui m'a déjà bouleversé avant même de connaître la nature de ton message. C'est que tu parles de ton papa, je vais te parler du mien. Il a complètement retapé ma chambre d'écriture qui était la chambre de mon enfance avant. Et ben forcément, maintenant que je n'y suis plus, elle y était toujours, c'est toujours l'endroit où je travaille, mais mon papa étant à la retraite, il s'est dit je vais retaper, retravailler, et il en a fait un studio d'écriture qui est magnifique et voilà, superbe. Le premier soir, je dis bien le premier soir où j'y vais, donc j'allume les petites loupiottes, je me mets à mon bureau, j'allume l'ordinateur, je me prépare, je dis je suis trop bien, j'ai même pas envie d'écrire. Il y a le téléphone qui sonne et c'était toi. Dans notre vie de tous les jours, on a été en contact. Tu as vu le démarrage de la problématique. C'est quand même un problème, de la problématique. Et effectivement, j'ai eu l'occasion, tu m'as donné la possibilité de voir ton trésor personnel, ta chambre de littérature, donc ton instrument de motivation. C'est énorme ce que tu as fait, l'invitation que tu m'as fait. J'ai vu une autre personne. J'ai compris après beaucoup de choses sur le rapport qu'on avait ensemble. Et là où ça m'a confirmé la personnalité que tu avais. Bon, parce que c'est notre contexte, c'est un peu caché, c'est ce qui est normal, on a des obligations. Mais ta personnalité, oui.
Et quand j'ai vu l'aboutissement, parce que les courts-métrages, c'est du travail, et moi j'ai vu que l'aboutissement, pas tout le travail qu'il y avait dessus, sur des temps forts, sur les sujets que vous avez sélectionnés, ou qu'on vous a apportés peut-être, ça passe très très bien, quoi. Je veux dire, même quelque chose qui n'est pas évident à parler avec une personne qu'on ne connaît pas sur un rassemblement, parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent interpréter des positions. Moi, je trouve que le message, il est passionné. Voilà, on a envie de laisser quelque chose, et il n'y a pas de finalité. C'est ça qui est bien aussi, ça veut dire que à la fin, si vous avez des questions, on est là et chaque personne a son interprétation. C'est ça qui est bien. Et le message passe. Et avec le sourire. Ça, les gens s'impliquent dans ce qu'ils ont vu. Et c'est là où j'ai senti que j'ai passé un temps fort. Oui, j'ai passé un temps fort. J'ai fait confiance au corps médical. Je me dis, bon, j'ai des douleurs qui s'intensifient, je ne sais pas ce que j'ai, je vais vers eux, ce qui est la logique. Et si j'avais pas eu, je pense, la force de caractère que j'ai, je serais loin d'être là devant toi aujourd'hui. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc on est là aujourd'hui pour que ces gens-là ils s'accrochent, qu'ils se sentent moins seuls. Et que quelque part, si personnellement, et ils ont une vie personnelle, hein, les gens qui travaillent dans la santé, se posent les bonnes questions. Et arrêtent de jouer avec la vie des gens. Moi je dis qu'on ne soigne pas, on cache la douleur. Et une maladie, elle évolue. Donc si on la diagnostique pas rapidement, elle peut faire beaucoup de mal. Donc de cacher la douleur, ça ne résout pas le problème. La douleur était gérable, j'arrivais à dominer. Il y a un moment où tu paniques parce que l'être humain a tendance à vouloir tout gérer. Enfin, comprendre. On pose une question, il y a une réponse. Mais quand tu as des questions et qu'il n'y a pas de réponse, on va sur une direction. Avec le temps, c'est pas satisfaisant. On part sur une autre direction. Ça ne s'arrange pas non plus. Et on passe des jours, des semaines, des mois. Mais toi qui as le problème, tout ton monde, tout doucement, toutes tes bases, ta famille, les gens qui t'entourent, qui te voient fatigué, ou un jour tu te lèves, un jour tu n'y arrives pas. Tu vois ton corps qui se transforme. Tu n'arrives plus à tenir un rendez-vous. Tu n'as pas fonctionné comme ça. Obligatoirement, c'est une révolte. Mais à qui t'en prendre? Je prenais ma voiture, j'allais travailler. Je mangeais avec mes copines de boulot, une bonne ambiance, bien entourée. J'avais le sentiment d'avoir effectué ma tâche professionnelle comme il faut. Donc je rentrais avec une bonne fatigue le soir, réunion de famille, un plaisir de cuisiner, voir un petit morceau de film avec son compagnon. Et tout ça, d'un coup, il n'y a plus rien. Les fêtes de famille, le plaisir de se lever le matin, savoir j'ai pas mal. Parce que maintenant, c'est où tous les jours. C'est... Là, j'ai... Et je peux pas agir, je peux pas dire c'est sur ce
qui se passe là actuellement, c'est un problème sur un système digestif. On ne peut pas tout me lever. Hein. Je suis obligé de m'alimenter. On ne peut pas dire, c'est un rein, je le lève. C'est un morceau d'estomac, ça repousse. C'est ma main, je la coupe. Et je vis. Il y a des handicapés qui n'ont pas le choix et qui arrivent à passer ça et reconstruire leur vie autrement, mais vivre. J'ai l'impression d'être en parenthèse. 2 ans de diagnostic, d'examen. Donc j'ai pris une petite pochette, j'ai pris mes ordonnances, puis j'ai amené, j'ai dit on a pris ça. Vous m'avez dit sous 15 jours ça devait passer, ça passe pas. Bon, peut-être que c'est le médicament qui convient pas, on va le changer. Parce que moi je suis sûr que c'est ça. Puis il y a un moment où le médecin, la hiérarchie santé, donc le médecin généraliste, se pose des questions. J'ai dit, j'ai plus la compétence, donc on va s'orienter sur des examens plus profonds pour essayer de m'aider. Et ensuite, on va aller sur un spécialiste pour savoir ce qu'il a à dire. Parce que la douleur, elle est quand même... elle est positionnée. On connaît la base. Et donc on passe des examens. Et les délais d'examen sont énormes. Si tu vas dans le privé, c'est assez rapide, mais tout est payant. Avec des prix qui dépassent la prise en compte, quoi. Le remboursement. C'est pas donné à tout le monde. Dans le public, ça peut aller sur des délais d'1 mois et demi, 2 mois. Donc en attente. Toujours en attente. Alors on te donne, pour te faire patienter, des antidouleurs. On ne te soigne pas. Et si tu as quelque chose au fond qui travaille, qui grandit, le mal, c'est de plus en plus intense et tu as de plus en plus de difficultés à gérer ça. Et tout ce chapiteau qui est autour de ta vie normale, de tous les jours, s'écroule. Parce que tu as la fatigue physique et la fatigue morale. Quand tu as une personne en face avec une expérience, un professionnalisme et qui t'annonce, comme tu dis, un diagnostic, tu t'accroches, tu te dis, bon, ça y est, on a trouvé. La porte va s'ouvrir. On va soigner, on va faire une chirurgie et tout va bien. Et puis d'un coup, tu t'aperçois que c'est pas ça du tout. Donc la porte, entrebâillée, se referme, mais d'une force. C'est là où j'ai une certaine colère à l'intérieur. Et en passant tous ces examens, en voyant toutes ces personnes, j'ai pu croiser donc les gens, pas qu'ils ont mon mal, mais d'autres mal, qui sont dans la souffrance comme moi. Et actuellement, il y a une sélection qui ne me plaît pas. On ne doit pas laisser les gens souffrir. J'ai été opérée basiquement, vu mon âge, ce qui est tout à fait normal chez les femmes. J'ai eu une complication au niveau d'un ovaire qu'on m'a levé côté gauche. 1 an après, à peu près, à quelques jours près, on va dire 1 semaine, 15 jours près, les douleurs ont commencé. Alors des douleurs simples. Tu te lèves ou tu fais un faux mouvement, tu as comme un point de côté. Tu n'es pas douillé, donc tu te dis, bon, waouh, je m'assois, je me tiens un peu et ça passe. C'est un peu comme les contractions chez une femme. Et c'est répétitif et c'est de plus en plus fort. Au point où, quand tu restes longtemps dans une position, donc vu que c'est en bas, sur le bas-ventre, assise, ça devient récurrent. Donc on commence à prendre les petits cachets autorisés à la pharmacie. On passe du Doliprane, à l'ibuprofène, à l'aspirine, et puis ça commence à on commence à monter au niveau des dosages, à dépasser, pour pouvoir gérer la douleur. Parce qu'entre-temps, on est allé chez le médecin, on dit, oula, j'ai mal, machin, c'est normal. Ça le touche, mais le docteur va peut-être pas passer quand il est en crise. Donc il va palper, il va regarder, c'est bien.
Bon, ça fait longtemps, vous n'avez pas fait une petite analyse, on va vérifier quand même. On prend une ordonnance avec des antidouleurs. Alors vous avez dû faire un faux moment, c'est pas grave. Et puis une petite ordonnance pour le laboratoire. On va en profiter pour faire une petite prise de sang, dans l'analyse d'urine, pour voir si tout va bien. Non, tout ça c'est logique, mais avec du recul, tu te dis, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est machinal. C'est machinal parce que ces gens-là, de 8h du matin à 7h du soir, ils ont maintenant, avant chez le médecin de famille, on avait un quart d'heure, une demi-heure suivant l'état où on se trouvait. C'est des rendez-vous tous les quarts d'heure. On est rentré dans une machine tous les quarts d'heure. Donc s'il y a un dépassement, eh ben, le soir quand tu as rendez-vous à 7h, tu passes à 8h du soir. Donc tu arrives, hop, oh, c'est une petite douleur. Donc on soigne basiquement. Mais le problème, c'est que tu repars à la maison, tu as été à la pharmacie prendre tes médicaments, que le lendemain matin, il faut que tu te lèves avec cette douleur et que tu partes faire ce que toute personne fait. Se lever. Alors les habitudes sont perturbées parce que c'est assez de douleur. Donc au lieu de te lever avec le sourire, faire tes préparatifs, te laver, choisir des vêtements qui te plaisent. Bon, en l'occurrence, je suis une femme, me parfumer, me mettre des bijoux. Ou le maquillage. Ben, tu vas oublier le maquillage. Après, tu vas oublier le parfum. Après, tu vas plus mettre les escarpins, tu vas mettre des baskets. Parce que tu t'aperçois que la douleur, elle est moins forte si tu es à plat. Et puis, c'est des questions intérieures, alors qu'on n'a rien à voir. Est-ce que je fais tout ce qu'il y a à faire? Est-ce que je vais voir les gens qu'il faut? Et quand les gens qui t'aiment vraiment, donc ton entourage proche, que tu les as pas vus depuis 15 jours, 3 semaines, et que tu fais l'effort, parce que tu les aimes, parce qu'ils t'aiment, de passer un moment avec eux, ils te font des grands sourires, et puis dans 5-10 minutes dans la soirée, ils se rapprochent de toi et disent t'as pas une bonne tête aujourd'hui, hein? Fatigué, hein? Ça va? Oh oui, ça va. Ça va passer. Mais ça, après, tu peux plus le dire. Au bout d'une semaine, des mois, des années, c'est plus possible. Et puis le fait de raconter toujours son histoire, ça te remet psychologiquement dans le bain. Ça te... Tu n'as plus l'impression d'avancer. Et puis après, ça devient intolérable. Donc les douleurs sont costauds. Donc on passe avec des antidouleurs qui te mettent gentiment la tête à l'envers. Je me suis battu. Je me suis battu pour garder mon rythme. Mais il y a un moment où c'était presque des larmes de prendre le téléphone, de dire je peux pas venir. C'était... Je perdais. Quand je faisais ça, je perdais. Mais
me surnommait œil de lynx. Œil de lynx. Après, c'était la grosse voix. Mm. Ben oui, parce que la vie est belle et qu'il faut toujours surprendre. Il faut toujours surprendre, il faut jamais rester sur son acquis. Il faut s'ouvrir à la vie et prendre les moments présents. Et avec du recul, tu te dis que dans la problématique que je suis, je me pose beaucoup et je me dis que les plus belles choses que j'ai faites, et les plus beaux moments, ça a toujours été un non-calcul, ça n'a pas été préparé, c'est ce qui est beau. C'est pour ça qu'il faut la vivre, la vie. Bien sûr. Eh oui. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Moi, ce qui me choque dans tout ce que tu me racontes, c'est à quel moment le corps médical prend conscience qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent à faire et qu'il faut déployer les moyens pour accélérer le, le diagnostic et aller à l'essentiel, se rapprocher de la vérité. Euh, Tu vas comprendre. Je vais te prendre un exemple simple. L'opération que j'ai eue l'année dernière, j'ai dû aller voir 2 fois le chirurgien. C'est moi qui suis sorti hors contexte. C'est ma décision. J'ai voulu prendre, pas un chirurgien, un vrai. Il m'a dit une belle phrase la première fois. Il m'a dit, de la chirurgie, c'est pas anodin. Il y a toujours des séquelles derrière. Donc moi, si je veux gagner ma vie, j'ai une liste, j'ai des rendez-vous toute la journée, j'opère tout le monde. C'est pas le but. Moi, je fais mon métier, c'est pour que les gens n'aient plus mal ou vivent. Et pour que je puisse travailler correctement, il me faut des informations correctes, ciblées. Dans mon cas à moi, malgré tous les examens que j'avais passés, c'était pas évident. On avait des doutes sur quelque chose de simple, c'est-à-dire que comme je t'ai parlé tout à l'heure de mon opération de l'ovaire, comme c'est arrivé les premières douleurs presque 1 an, on s'est dit il y a peut-être une adhérence à l'intérieur, et les adhérences proviennent de la chirurgie. Souvent, quand il y a une chirurgie, il y a des adhérences, et si les adhérences se font mal positionnées, peuvent provoquer des douleurs ou des inflammations. Donc, comme c'était la partie gynécologique, ils ont pensé à la trompe, enfin quelque chose qui s'était collé dessous, et puis la douleur était ciblée du même côté. Moi, en faisant de l'humour, je me suis dit, en voyant les émissions que tu vois à la télévision, sur les problèmes médicaux, j'ai dit, ils m'ont oublié une compresse à l'intérieur et qu'il y a... J'avais encore de l'humour à l'époque. Enfin, j'en ai quand même encore un peu. Mais bon, quand tu fais de la chirurgie, on ne passe pas un examen derrière pour voir si tout s'est bien remis comme il faut et que le problème est résolu. C'est ton corps qui va te donner une alerte et qui va te parler pour te dire si tout va bien, tout va bien. Et puis s'il y a un problème, on repart dans les douleurs, les choses comme ça. C'est lui qui va t'alerter. On ne fait aucun examen après une chirurgie. La première fois, il me voit, pour lui, c'est pas concret. Et il me parle comme ça. Il me dit, moi, il faut que ce soit ciblé, tout ça et tout. Donc je retourne chez mon généraliste, qui est la base. Et puis un jour, tu vas la voir et tu as fait une crise toute la nuit. Tu as des poches sous les yeux, tu as une tension basse, un ventre dur.
Et là, le regard change. Enfin, une personne qui me croit, une personne extérieure, pas les personnes qui vivent avec moi et qui voient ce que je passe. Extérieur et du corps médical. Et du corps médical, un constat. Donc la personne s'accroche parce que c'est une personne du corps médical. C'est moi qui viens la voir pour lui dire je veux plus souffrir et qu'elle s'aperçoit que c'est réel malgré ce qui lui revient aux examens. Donc elle se tourne vers les spécialistes. Donc quand on part sur des explorations de maladies qui ne sont pas très connues, ou avec le temps on commence à avoir de plus en plus de cas, on s'en approche. Le cancer, ça fait combien d'années qu'on en parle? Combien d'années qu'on en parle? S'il est pris à la base, il y a beaucoup plus de possibilités de le soigner. Mais est-ce qu'on arrive encore à soigner tous les cancéreux? On a encore beaucoup de mortalité au niveau du cancer. Et pourtant, il y a des recherches, il y a des dons, il y a des grands instituts qui travaillent là-dessus. Donc, quand on parle de petites maladies à côté où il n'y a pas énormément de cas, eh bien, ces gens-là, eh bien, ils vont faire, excuse-moi l'expression, mais un peu le lapin de laboratoire. Et encore, quand tu dis petite maladie, c'est petite sous-entendu, on ne sait pas ce que c'est. C'est pas... Les orphelines ne sont pas du tout reconnus. Donc c'est des gens qui ont des gros problèmes financiers et qui essayent de survivre parce qu'il n'y a pas de traitement adéquat. Les MICI sont reconnus à force par des associations, par les malades eux-mêmes. Donc c'est des maladies reconnues par la sécurité sociale. Donc le cas où je serais moi, ça serait une MICI. On a hésité entre la maladie orpheline et la MICI. Ce serait un cas de MICI. Ce n'est pas confirmé actuellement. Donc ça fait plus de 15 jours que je suis un traitement. Si tu préfères, j'ai 95% des séquelles de cette maladie. Le gastro qui m'a suivi, un des gastros, j'en ai 3 ou 4 dans mon dossier, c'est un spécialiste, hein. Qui a été le plus proche, qui s'est le plus lancé dans la recherche pour cibler, me dit que bon, ça serait pas ça. Après, le constat, il est là. Ça veut dire que j'ai 95% qui se rapprochent de cette maladie, de symptômes. Donc c'est une maladie récurrente du système digestif, avec des soucis articulaires que je commence à avoir depuis à peu près un mois, sur les genoux, sur les doigts. La problématique, comme mon médecin me le dit, et moi c'est ce que je pense, c'est que si on a mis 2 ans pour découvrir et pour confirmer, et c'est pas encore confirmé à aujourd'hui, hein, c'est qu'elle a avancé, elle a mangé. Donc l'opération que j'ai eue l'année dernière, c'est une des séquelles de cette maladie. Et le pourquoi du diagnostic à confirmer, c'est parce que j'ai comment dire, ça repart. Ce qu'on m'a levé est en train de repousser en moi et je pourrais repartir sur l'opération. Parce qu'elle n'est pas soignée, elle n'est pas bloquée. Déjà, soignée, il n'y a pas de traitement pour la soigner. Mais il y a un traitement pour éviter qu'elle prenne du terrain. Et moi, ça fait 2 ans qu'on ne me traite pas. Ça fait 15 jours. Et ce traitement, il est lourd. Il est lourd parce que je pense qu'il y avait de quoi faire à l'intérieur. Et je suis très, 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 très fatigué, oui. Mais je m'accroche. C'est pas facile tous les jours. Et est-ce que, pour reprendre ton image de la porte dont tu parlais tout à l'heure, où ce qui était difficile au départ, c'était que les portes qui s'ouvraient se fermaient immédiatement après. Là, dans ce cas-là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'est ouverte, mais une personne qui a l'habitude de voir les gens qui souffrent et qui passent des examens, tout simplement.
mais qui aime son travail. Et qui m'a posé le doigt sur une question où avec mon gros dossier et tous mes examens qui ont été classés depuis, je n'ai pas su répondre. J'ai posé cette question, on ne m'a jamais répondu. Comment lever l'année dernière, comment ça a pu se produire, comment ça a pu se déployer et faire autant de mal pour qu'on prenne la décision d'opérer. Et pourquoi maintenant j'ai une récidive de la chose? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Tu ne l'as pas. Les gens ne l'ont pas. Pourquoi moi j'ai eu ça? Par mon métier? Non. Par ma vie personnelle? Non. Parce qu'elle a été analysée. On m'a posé des questions. Pourquoi j'ai attrapé ça? Recherche. Alors effectivement, du côté de mon papa, j'ai des personnes du côté familial, ça peut sauter 1, 2, 3 générations, qui l'ont. Voilà. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tout rentre dans le cadre tout doucement. C'est pas de découvrir la maladie qui m'a fait peur. C'est de me dire que ça fait 2 ans qu'elle fait son repas et qu'elle mange tous les jours. Et que j'arrive à un moment où si je veux plus souffrir, je mange plus. Si je mange plus, je meurs. Parce que je sais plus. Je sais plus. Je vais manger la même chose 2 jours d'affilée et un jour ça va passer, un jour ça va pas passer. Parce que mon organisme, il a été un peu plus fort parce que j'ai senti le bonheur, parce que j'étais à un endroit plus qu'un autre. Et que le lendemain, j'ai un peu marché, donc j'étais plus fatigué, donc physiquement, il ne s'est pas passé. Parce que j'avais pas assez de force. C'est des réponses que j'ai pas. Je les pose, les questions, aux gens qu'il faut. Mais on ne me répond pas. On défausse. Par méconnaissance, par prudence, mais par prudence. Ils ne posent plus s'ils ne sont pas sûrs. La maladie, par elle-même, comme je t'ai dit, les examens me disaient positif. J'ai passé un IRM là, mon deuxième. Sur le premier IRM, pour revenir à ce qu'on disait sur le chirurgien, qui m'a opéré la deuxième fois où je l'ai vu parce qu'il a pris la décision, parce que j'avais une inflammation du système qui n'était pas normale. Donc il m'a dit, si le corps il réagit comme ça, qu'il y a une inflammation là, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. C'est de la déduction. Le fait, c'est que ça n'aurait pas dû être inflammé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on n'a pas vu. C'est quand il était à l'intérieur qu'il a vu la problématique et qu'il l'a levée, qu'il l'a extraite. Et qu'il m'a dit, heureusement, on a ouvert. Parce que 3 mois après, si ça se déclenche, en étant surveillé partout, si ça se déclenche, c'est dans l'urgence et dans la gravité. Moi, je sens les douleurs à l'intérieur, je sens le travail qui se passe, mais sur les examens, ça ne ressort pas évidemment. C'est pas évident. Et c'est ce que... Pour moi, c'est pas facile, d'autant plus. Je préférerais passer un examen et qu'on dise hop, 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 là ça va pas, ça va pas. Et faire en sorte que ça aille mieux et que j'ai pas de la chirurgie, parce que c'est l'extrême, hein. Que j'ai un traitement médical, que sur tout ce que j'ai passé, et crois-moi que le dossier, je l'ai pris du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début. Tous les courriers, tous les examens, n'étant pas de la partie, hein. Ils n'ont pas fait des erreurs, ils ont été logiques. Mais illogiques. Parce qu'il y a des doutes. Il y a des choses qui vont pas ensemble. Si tu prends le temps d'étudier. Comme je t'ai dit, alors chez un généraliste, il y a un quart d'heure. Chez un spécialiste, il y a une demi-heure. Le dossier, il est comme ça. Ils peuvent pas. Impossible. Ou alors, madame, je vous prends le dossier, je vous renvoie par la poste, vous revenez le chercher, et j'étudie votre cas. Mais
lorsqu'il y a un cas comme ça, atypique, on pourrait imaginer que le traitement le soit aussi. Donc que tu rencontres des personnes qui ont plus de temps pour analyser, pour lire l'intégralité du dossier. Non, j'ai jamais croisé, euh, comme je te dis, la seule qui est consciente, et encore, quand on part sur des suppositions, des systèmes pour essayer de cadrer, d'arriver jusqu'au bout, bon là on est parti sur quelque chose, elle reprend tout, elle a toutes les informations devant elle. Elle cherche, elle prend son temps, D'ailleurs souvent je suis en fin de matinée ou en fin d'après-midi parce que je suis la dernière, parce qu'elle prend le temps. À chaque fois, il a fallu que je m'accroche moi pour remonter parce que j'espérais. La logique veut que, mais la porte de l'espoir, pour l'instant, je la laisse fermer. Quand je serai sûr, on posera. Je garde mes forces. Je garde mes forces. Je fais en sorte que ça avance, que je me conserve. Je me conserve. Je, je me préserve des endroits de plénitude. Et je vais me battre pour aller jusqu'au bout. Hier soir, j'ai croisé quelqu'un qui est pas très proche de moi, qui m'a vu épisodiquement changer, transformé, fatigué, et qui m'a envoyé un message mais énorme d'amour. C'est la vie, comme je te disais, c'est tous les jours il faut en prendre. À l'instant T, elle a fait quelque chose de bien hier soir. Elle m'a redonné le souffle, le sourire, l'envie. Toutes ces petites choses, je prends, je garde et je pousse. Et alors, qu'est-ce qu'on peut, nous aussi, te donner, qui puisse te donner, comme tu dis, le sourire ou pas. La poésie, c'est quelque chose qui nous a reliés, parce que dans la projection, tu as vu beaucoup de poésie. Aujourd'hui, on est là, voilà, c'est important pour nous de recueillir cette parole que tu souhaitais nous donner. Mais comment tu imagines ce moment qu'on passe là, cette parole, et en même temps ce souhait de poésie? Est-ce que toi, tu imagines quelque Le chose? mot est fort. Pour moi, la poésie, c'est la vie. Parce que la poésie, on- même sur la mort, on a eu des grands poètes qui ont parlé sur la mort. La mort était belle en poésie. Donc, moi, je dis que la poésie, c'est un message symbolique. Et c'est des mots posés, importants, forts, encore plus forts. Et c'est la force qui me fait avancer. Je t'ai donné toutes les informations, tout ce que mon ressentiment. C'est comme je t'ai dit au départ, on aurait pensé ma démarche personnelle, mais avec tous ces gens que j'ai croisés, que même certains à se soutenir, parce que parce qu'il y a des jours où on va passer des examens et qu'on n'est pas bien en forme et ça se voit. J'ai croisé des cancéreux, j'ai croisé des gens qui ont des maladies comme moi, je suis parti sur des examens ou dans les salles d'attente ou même les laboratoires. Et des fois, il n'y a même pas de mots. On se regarde, on a les yeux qui brillent et on sait qu'on est là parce que on a quelque chose à passer, on doit se battre, main dans la main, un toucher de la main. Ça suffit, ça donne une force. Parce que sinon, on resterait chez nous, on prendrait nos cachets et on baisserait les bras.
devrait pas y avoir une porte fermée devant moi. C'est pas normal. C'est pas la vie.